Bonjour Aude Lafitte. Bonjour Anne-Cécile. Je, je souhaitais te remercier de participer à ce podcast Histoire de soignants écoute. C'est Charlotte Bouvard qui a fait le lien avec toi du tournage des épisodes du podcast. Et c'est pour ça que tu es avec nous là aujourd'hui. Mais je remercie Charlotte. Effectivement, c'est un peu ma mentor dans l'aventure associative. Elle m'a fait profiter et elle me fait encore profiter de toute son expérience et de tous ses conseils. Et pour ça, je ne pourrai jamais assez la remercier. Donc dans ce podcast, Histoire de soignants à écoute, l'objectif, c'est de s'engager pour une médecine différente et surtout mettre en lumière des histoires de soignants et des histoires de soignants au sens large, des histoires singulières en santé, des accompagnants, des aidants, des patients, voilà. Et j'avais une toute première question à te poser, Aude. Est-ce qu'en quelques mots, tu peux nous raconter ton parcours et ton histoire? Oui, effectivement. Au départ, je suis très loin de l'univers du soin et l'univers médical. J'étais une jeune femme qui travaillait dans la communication et j'ai eu un premier enfant, une petite fille, puis un deuxième enfant, un petit garçon, un petit Timothée, qui, au lendemain de ces 2 mois, a été mortellement secoué par son père, et qui, après 5 jours d'hospitalisation, est décédé. Et à partir de ce moment-là, effectivement, ma vie a complètement changé. D'abord, il a fallu accepter, même si c'est un bien grand mot, ce qui s'était passé, mais surtout derrière, moi, il me fallait comprendre ce qu'était cette violence du bébé secoué. Et à travers ma volonté de comprendre, de mieux m'informer, je me suis rendu compte que tout ce que je pensais connaître sur le sujet était erroné et surtout que les messages qui étaient passés auprès des parents étaient eux-mêmes erronés. Et c'est pour ça que je me suis engagée dans un combat pour pouvoir diffuser les bons messages et essayer de lutter contre cette violence-là. Ce qui m'a emmenée ensuite à lutter plus largement contre toutes les violences faites aux 0-3 ans, parce que c'est souvent le grand oublié des campagnes de protection de l'enfance et des campagnes de prévention. Mais effectivement, avec un focus particulier sur la violence du bébé secoué, qui reste la violence la plus mortelle pour nous tout petits, et une violence un petit peu spécifique, même si elle s'inscrit dans un continuum de violences comme les autres violences. D'accord. Suite à ce drame, tu t'es assez rapidement renseignée et tu as approfondi le sujet et tu t'es engagée tout de suite après? Oui, alors ça a pris un petit peu de temps déjà parce que j'étais dans un état tel qu'on peut imaginer quand on vient de perdre son bébé, que c'est en plus une mort suite à des violences et de la part de son conjoint à l'époque. D'abord, j'ai eu toute une phase de mort vivante. J'ai dû moi-même réapprendre à vivre, réapprendre à marcher, réapprendre à manger. Voilà, plus rien n'avait de sens. Et en même temps, j'avais ma petite fille qui avait 4 ans à l'époque. Et donc, j'avais pas d'autre choix qu'à un moment donné, revenir à la vie. Et je me suis dit, soit ce chagrin, il me tue à petit feu, et ça ne vaut plus la peine. Soit je le transforme en quelque chose qui va me redonner de l'énergie et qui surtout va pouvoir être utile aux autres. Et c'est comme ça que je me suis engagée effectivement
dans ce combat-là. Et c'est un petit peu aussi ce combat, alors c'est ma fille qui m'a sauvée, mais c'est aussi ce combat. Mmh. Quelque part, m'a permis de revenir à la vie. D'accord. Et tu parlais d'éléments qui pour toi ont été quelque part, en tout cas des idées qui ont été déconstruites Mmh. après avoir vraiment creusé cette thématique. Est-ce que tu pourrais nous partager quelques peut-être des idées, peut-être quelques idées reçues que l'on peut avoir justement sur cette thématique du bébé secoué? Mmh. Alors, la première idée reçue et je pense celle qui fait le plus de tort à la prévention d'ailleurs, c'est cette idée que ça peut arriver à tout le monde. En fait, quand on connaît, cette violence, c'est une extrême violence sur un tout petit, qui a, moins d'1 an, dans 2 tiers des cas, moins de 6 mois et avec un pic entre 2 et 4 mois. Donc on est vraiment sur un un tout petit, nourrisson Mmh. et et avec une violence extrême et cette violence extrême-là, fort heureusement, elle ne peut pas arriver à tout le monde. C'est vraiment, c'est inconcevable en réalité. Alors, d'autres violences, je ne sais pas, mais en tout cas, celle-ci, elle demande, à quand même empoigner le bébé, heu, sous les aisselles, en face à face et le Mmh. secouer extrêmement violemment, d'avant en arrière ou sur les côtés, avec la tête qui vient taper, sur le thorax, puis taper sur le dos. On voit la tête du bébé qui ballotte dans tous les sens. C'est quelque Un chose peu comme un chiffon, ouais, comme une on dit, poupée. et les auteurs Mmh. d'ailleurs parlent de: «Je l'ai secoué comme un prunier». Ou Avec un cette prunier. Mmh. avec cette idée que le bébé, quand il est tout petit, il tient même pas sa tête. Donc déjà le fait de le maintenir sous les aisselles, la tête commence déjà à tomber et en Et plus oui, à on 2-4 mois, bien sûr. Mmh. voilà. Alors même sur les enfants plus grands, même quand ils tiennent leur tête, en fait, le rapport de Mmh. force est tel entre l'adulte et l'enfant que le bébé n'a aucune résistance possible face à ce Mmh. geste, très violent. Donc ça, c'est cette première idée reçue que Mmh non, mh. ça peut pas arriver à tout le monde. La deuxième idée reçue que moi j'avais, heu, Mmh. parce qu'aucun soignant ne m'en avait jamais parlé et que du coup j'en avais entendu parler via les médias, c'était que, seules des assistantes maternelles pouvaient avoir, cette violence contre un tout petit. Je ne m'étais jamais imaginé qu'un parent puisse faire Mmh. du mal de cette manière à son propre enfant. Or, D'accord. on regarde, les chiffres, en fait, Oui. le premier auteur, c'est le père. C'est le père, et cette violence, elle est à 80 intrafamiliale. Donc, les assistantes maternelles, elles représentent 20 des auteurs et les Mmh mh. mères, elles représentent moins de 10 des auteurs. Alors même que ce sont les mamans qui passent le plus de temps Plus de temps, bien avec sûr. le bébé et que, souvent on présente, alors moi j'avais entendu toujours des cas d'assistantes maternelles, dans les Mmh. faits divers qui sont présentés. Hem, mais souvent on va aussi avoir un petit peu cette image, enfin cette histoire, d'une mère complètement épuisée parce que son bébé pleure beaucoup, beaucoup et qui, presque, dans un geste de désespoir parce qu'elle ne sait plus comment faire face à ce tout petit, va le secouer et le regretter immédiatement. Mmh Bon, mh. bah, cette belle histoire, elle n'existe pas. Heu, C'est-à-dire que, comme je disais, les mères, déjà, c'est l'auteur le moins fréquent, Mmh mh. dans cette violence. D'autre part, si c'était la fatigue et les pleurs, qui faisaient, qui étaient les facteurs de passage à l'acte, je pense que tous les bébés seraient secoués puisque tous les bébés Mmh. pleurent et Mmh. que tous les parents, d'un nouveau-né, se retrouvent, fatigués, épuisés, et parfois un petit peu démunis face à leur, nouveau-né et fort heureusement, il n'y a pas, 700 000 bébés secoués par an. Mmh mh. On reviendra sur les chiffres, sûrement après, Mmh. mais en tout cas, c'est pas ceci.
Et puis surtout, la question du remords immédiat, celle-là, elle est aussi mise à mal parce que ce qu'on observe souvent dans cette violence, c'est un retard de recours aux soins, ce qui va engendrer une mortalité importante euh, pour un traumatisme Ça crânien. veut dire, que le papa, le père, ne regrette pas après son geste ou il ne prend pas conscience de son geste? Alors, je pense qu'il prend, enfin si, il prend conscience parce que quand on secoue violemment un tout petit, on le met KO immédiatement et Mmh. l'enfant, il n'est pas dans le même état qu'avant. Donc, Mmh. l'auteur ne peut pas ne pas se rendre compte qu'il est en train de faire du mal à l'enfant et qu'il lui a fait du mal. D'accord. Mais ce qui se passe, c'est que, sauf dans les cas où l'enfant est dans un état gravissime immédiatement, puisque certains enfants vont tomber dans le coma immédiatement, par exemple. Mmh. Dans ces cas-là, généralement, c'est pas toujours le cas, mais généralement, l'auteur va appeler les secours. Mais si l'enfant n'est pas dans un état gravissime, ou du moins qui ne semble pas gravissime, il va le poser dans son lit et le laisser. Mmh. Et c'est Mmh. souvent une autre personne qui va rentrer, souvent la maman, hein, et qui va voir son enfant dans un état pas normal, qui, elle, va appeler les secours ou va emmener son enfant chez le pédiatre ou aux urgences. Euh, D'accord. et un autre élément qui met à mal cette idée de remords, c'est que cette violence, quand elle n'est pas fatale la première fois, elle va être dans la majorité des cas répétée. Et il existe une étude faite depuis les aveux même des auteurs qui avouent entre 2 et 30 épisodes de secouement pour un même enfant. Ça veut dire que c'est un auteur qui aura secoué le bébé le lundi, puis va le secouer à nouveau le mercredi, puis le jeudi, puis le dimanche, etc., jusqu'au secouement fatal qui là va nécessiter une prise en charge médicale de l'enfant et permettre le diagnostic. Mais en fait, s'il n'y avait pas eu le secouement fatal, en fait, c'est le secouement fatal qui permet de voir que l'enfant a été Mmh. secoué une fois, 2 fois, 3 fois, voilà, jusqu'à des dizaines et des dizaines de fois. Et on a effectivement ce chiffre terrible qui est qu'un enfant à qui on pose le diagnostic a été secoué en moyenne 10 fois. C'est-à-dire que c'est qu'au Mmh. 10e D'accord. épisode qu'on s'aperçoit et qu'on pose le diagnostic. Et ça, ce Mais chiffre-là, qu'est-ce qui se passe dans la tête du papa? On connaît, alors qu'est-ce qui malheureusement, on malheureusement, on n'est pas dans la tête des auteurs. Euh, alors, souvent, on va aller essayer de chercher à comprendre euh, qu'est-ce qui motive le passage à l'acte. mmh mh. J'ai envie de dire, la violence, je sais pas d'où elle vient. Après, Mmh. j'imagine que c'est selon l'histoire propre de chacun. Mmh. En tout cas, ce qui se passe, c'est que ce bébé, quand il arrive, souvent, il va modifier l'équilibre du couple. Mmh mh. Et effectivement, il va demander beaucoup d'attention, et notamment beaucoup d'attention à la maman, qui va s'occuper quasi exclusivement de ce bébé. Mmh mh. Donc, je me dis qu'il y a peut-être voilà, un sentiment de Mmh. jalousie vis-à-vis de cet enfant qui, d'un coup, bah, prend toute l'attention de la mère, et puis empêche de faire comme on faisait avant, c'est-à-dire que les besoins du bébé doivent passer avant les besoins de l'adulte. Mmh Euh, mh. et ça crée de la frustration, c'est certain. Mais, mais après, ce qu'il faut surtout retenir, c'est que qu'est-ce qui fait qu'un bébé est secoué? Un bébé n'est pas secoué parce qu'il pleure plus que les autres, ou que Mmh. sais-je. Un bébé est secoué parce qu'il rencontre un adulte violent. Et, et cet adulte violent, c'est d'autant plus difficile que quand il est en présence d'autres adultes, il ne va pas avoir ces gestes de violence. C'est une violence qui se passe toujours à huis clos quand l'adulte est seul avec l'enfant. C'est-à-dire que D'accord. c'est tant que la mère est là,
tout se passe bien. Et le jour où la mère n'est pas là et que le père va s'occuper seul de l'enfant, il va y avoir cette violence. C'est vrai que souvent, on nomme beaucoup de pleurs ou, en tout cas une attitude du bébé qui pourrait, diminuer la responsabilité de celui qui fait ces actes-là. Mmh. Et Il c'est là s'avère que c'est complètement faux. bah, oui, et c'est là où la prévention, telle qu'elle est souvent faite, passe à Mmh côté mh. du vrai sujet. Parce qu'effectivement, à déresponsabiliser l'adulte et à presque banaliser cette violence, Mmh. c'est un très mauvais signal. C'est comme si on disait: «Bon, faut pas le faire, mais vraiment si vous le faites, bon, ben, on vous comprend». Bah, non, 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 cette violence-là, elle est interdite, elle est mortelle, elle a des conséquences terribles pour l'enfant et elle n'est que Mmh. de la responsabilité de l'adulte. L'enfant est en aucun cas, responsable, même de façon minime, de ce qui va lui arriver. Mmh. Heu, Cet enfant, et puis voilà, pour revenir sur la question des pleurs, on a quelques exemples qui montrent bien que les pleurs, c'est pas le vrai sujet. Et donc tant qu'on va s'occuper de la gestion des pleurs, on ne traitera pas du vrai problème. Le problème, c'est pas le fait que l'enfant pleure, parce que ça, c'est quelque chose de normal. Ça Mmh. un enfant qui ne pleure pas, là, ça serait anormal. En revanche, c'est la réponse de l'adulte qui est anormale. Mmh. Donc c'est plutôt un travail à faire sur l'adulte et sa capacité à s'occuper d'un tout petit, sa capacité à gérer, sa colère et à avoir conscience de sa propre violence. Mmh. Et avec cette idée aussi derrière qu'on est quand même, dans un rapport de domination, hein, entre Mmh. un adulte et un enfant, a fortiori un tout petit, qui ne peut ni se défendre, mais qui ne pourra même pas dénoncer les violences dont il a été victime. Et c'est là aussi où c'est un petit peu la responsabilité de tout le monde, toute la société, d'être, très vigilant pour pouvoir repérer, les enfants, qui seraient victimes de violences. Alors évidemment, le personnel Et est mmh, en premier. justement, Oui, les quoi, pardon? je disais, bah, tout le personnel soignant Oui, est en première ligne complètement. sur ce travail-là. Et c'est Et vrai que comment au sein de l'association tu accèdes justement et comment tu développes ces informations? En tout cas, tu diffuses ces informations, de prévention. Est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont les différentes actions peut-être que tu peux ouais, mettre en place avec ton équipe? alors on a 4 enjeux, 4 objectifs et enjeux dans l'association. C'est d'une part, tout ce qui concerne la formation des professionnels, donc Mmh, professionnels de santé et professionnels de la petite enfance. Mais d'accord. aussi, on va développer, les formations aux professionnels, de la justice et les professionnels côté enquête, donc police, gendarmerie. Mais pour Mmh mh. l'instant, on s'était attaché déjà en priorité aux professionnels de santé et de la petite enfance. On a tout un volet sur la sensibilisation, auprès des parents et là, on va faire on a fait par exemple un micro-trottoir et on le fait régulièrement. On va dans la rue avec un bouton de prévention, heu et voilà, on sensibilise les gens à cette violence. Mmh. On a toute une mission aussi de plaidoyer auprès des instances politiques. Mmh. On a travaillé notamment avec, Adrien Taquet lorsqu'il était ministre de l'enfance et on a réalisé avec lui, une campagne de prévention, heu, sur la violence du bébé secoué, qui est sortie en Mmh. 2022, qui malheureusement, est restée assez confidentielle pour des questions de budget, mais qui a Mmh. existé. Et Mmh. le dernier enjeu qu'on a, c'est aussi de créer un observatoire des maltraitances infantiles parce que, c'est un vrai problème, la question des chiffres. Alors sur toutes les violences, hein, bien sûr, toutes les maltraitances donc faites aux enfants et encore plus aux moins de 3 ans. Puisque, on peut pas avoir, tout ce qui est recueil, de la parole de l'enfant. Sur un enfant préverbal, bah, il y en a pas ou très, très peu.
Et donc, aujourd'hui, voilà, on manque d'un certain nombre de données chiffrées qui permettraient aussi cette prise de conscience de la population dans son ensemble sur ces violences-là, D'accord. qui sont aussi très importantes. On a inconsciemment, je pense qu'on se dit un tout petit, il n'est pas victime de violence, il doit en être épargné. Malheureusement, c'est pas le cas. Et cette violence-là, la violence du bébé secoué, on a quelques chiffres. On sait par exemple qu'elle touche 500 enfants par an en France. Ça veut dire plus d'un bébé secoué par jour. Et Là, comme c'est des données avec des bébés qui sont passés dans des voilà, qui ont eu des séquelles diagnostiquées. C'est ça. Ça veut dire que c'est des bébés qui ont été emmenés à l'hôpital, à qui on a pu faire passer les examens permettant de poser le diagnostic, c'est-à-dire un scanner, un fond d'œil et une IRM. Parce que le diagnostic, il ne se pose pas sur la base de symptômes, il se pose sur la base de l'observation de lésions. Donc c'est un diagnostic, donc c'est un diagnostic très fiable, contrairement à ce qu'on entend parfois. C'est un diagnostic qui est vraiment qui peut être certain, comme on peut poser un diagnostic certain de cancer du sein ou autre. Mais encore faut-il que l'enfant soit pris en charge médicalement et qu'on lui fasse des examens pour pouvoir observer ou pas ces lésions. Donc oui, on sait que ce chiffre de 500, il est sous-estimé de toute façon. Et aujourd'hui, c'est ce chiffre-là qu'on a. Donc on sait qu'il y a au moins 500 bébés secoués par an. Et sur ces 500 bébés, il y en a entre 10 et 30%, donc on dit 20% du coup, on moyennise, 20% qui vont décéder. Et sur les survivants, 3/4 d'entre eux vont développer des séquelles qu'ils garderont ensuite à vie. Et ces séquelles, elles peuvent apparaître certaines immédiatement, notamment les séquelles au niveau de la vue, puisque de la manière que le cerveau est secoué, les yeux sont secoués aussi. Et donc, il y a des hémorragies rétiniennes dans de nombreux cas qui vont... Alors ça, c'est pareil, les hémorragies rétiniennes, il faut faire passer un fond d'œil rapidement à l'enfant parce qu'au bout de 72 heures, elles disparaissent. Elles se résorbent. Elles se résorbent. Mais même si elles se résorbent, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de séquelles derrière. Et donc, on a beaucoup d'enfants qui ont des problèmes de vue, voire qui deviennent aveugles. Et puis après, sur les autres séquelles, il peut y avoir des séquelles aussi bien motrices, dans les cas les plus graves, des enfants qui ne marcheront jamais. Et puis des enfants avec une hémiplégie, une tétraplégie. Voilà, certains. Après, c'est plus ou moins fort selon les enfants, sûrement selon la violence aussi qu'ils ont subie. Et puis des conséquences, des séquelles cognitives également, avec tout un tas de séquelles là encore, plus ou moins visibles. Des enfants qui ne parleront jamais, qui ne pourront pas avoir de relations, d'interaction sociale. Et puis dans les cas moins graves, tout le spectre des séquelles invisibles qui sont plus difficiles aussi à déterminer parfois. Mais ce qui se passe, c'est que quand le bébé est secoué à 2 mois, s'il survit, certaines séquelles vont apparaître des années plus tard. Des mois, voire des années plus tard. C'est-à-dire qu'on va les observer au fur et à mesure des acquisitions que l'enfant est censé faire. À 2 mois, on ne pourra pas forcément savoir si l'enfant sera en capacité de parler. Ça, on pourra l'observer que... oui, bien plus tard. Il y a beaucoup de séquelles qui sont mises à jour justement à l'entrée à l'école aux 3 ans de l'enfant. D'accord. Lorsque, dans un groupe, on observe s'il y a des bonnes interactions avec les autres enfants, si ça s'est acquis ou pas, etc. En fait, ce qui est certain, c'est qu'une fois que la séquelle apparaît, l'enfant la gardera et devra se développer avec, grandir avec, complètement. Voilà.
dans ce que tu fais au sein de l'association, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de partager particulièrement, une, une action que tu aimerais promouvoir assez rapidement? Oui, alors l'action qu'on pense être la plus importante, c'est la prévention auprès des familles. Mmh. Euh, alors, nous, ce qu'on fait de temps en temps, sur des journées un petit peu spécifiques, on fait des actions où on va offrir quelque chose aux parents et les sensibiliser à cette violence, mais de manière un peu douce, parce que c'est toujours Mmh. un sujet difficile. Mais l'important, c'est surtout que les 2 parents soient là. Ne pas adresser le message à la maman seulement, À la maman. Mmh. comme c'est souvent le cas, Mmh mais mh. vraiment inclure le papa parce que c'est notre cible prioritaire. Et une autre action qu'on aime beaucoup, c'est les groupes de papas, de vraiment D'accord. prévoir un temps spécifique pour les papas, sans que les mamans soient là, parce qu'en général, quand les Mmh mh. mamans sont là, ils se mettent en retrait en se disant Mmh. la maman sait, et puis si je pose une question, je vais paraître idiot. Non, non, vraiment les mettre entre eux et libérer la parole et pouvoir passer des messages de prévention et travailler ce sujet-là. Ça, c'est un format qui est vraiment exceptionnel parce que quand on met les papas entre eux, au début, c'est un peu timide Mmh mh. et puis ça se détend et on va avoir un vrai partage d'expérience entre alors nous, Mmh. ce qu'on recommande, c'est de mettre ensemble des futurs papas avec des jeunes papas. Des papas qui viennent, D'accord. d'être papas, donc qui arrivent en parce qu'on a sur les futurs papas, ça va être vraiment une paternité fantasmée, Mmh mh. avec, voilà, cette image de l'enfant idéal, et puis quand ils se confrontent au papa du qui a un bébé de 2 semaines ou 3 semaines et qui leur dit: «Non, non, mais c'est voilà, la réalité, elle est comme ça». C'est intéressant tous les échanges qui se créent avec, évidemment un professionnel, qui doit être là pour animer et donner les bonnes informations. Mais ça, c'est vraiment une action, qu'on aimerait, pousser et Développer et diffuser. développer. Ces groupes-là, ça Ouais, peut être, ça peut être diffusé et ça peut faire vraiment ça serait génial qu'il y ait un des groupe bébés. papa Mmh. dans chaque maternité parce que la difficulté Mmh mh. qu'on a, c'est effectivement de toucher les papas. Autant les Bien sûr. mamans, on peut les toucher assez régulièrement tout au long de la grossesse, et évidemment à la naissance, mais aussi après. Les Mmh papas, mh. on a peu d'occasions de les voir de manière certaine Mmh. et on sait que Mmh. c'est au moment de la naissance qu'on a le plus de chances de les capter, et c'est vraiment là qu'il faut, leur faire passer le message. Le message, d'accord. Hem, Si tu avais un message à donner, à aux soignants, tu leur dirais quoi? Alors, je leur dirais que moi, le chiffre qui me fait le plus mal, c'est le 10 épisodes de secouement en moyenne et que là, Mmh. vraiment, ce chiffre, il est insupportable et qu'il y a vraiment quelque chose à faire pour faire tomber ce chiffre et avec cette idée que dès le premier secouement, on doit repérer les enfants et ne pas les remettre dans les bras de la personne qui leur fait du mal et pour ça, il faut penser à la maltraitance, ce qui est pas naturel, heu, Mmh mh. parce qu'on a tendance, face à un enfant qui vomit en jet, sans fièvre, à se dire: «C'est plutôt de l'ordre, gastrique» et on pense pas forcément à une atteinte neurologique. Malheureusement, ça donne lieu à des mauvais diagnostics parfois, Mmh mh. type gastro-entérite ou allergie à la protéine de lait de vache et cetera et des enfants qui vont être remis dans les mains de l'adulte qui leur fait du mal. Et là-dessus, voilà, mon message, c'est aux soignants, ce serait vraiment de se dire face à un tout petit, qui n'est pas dans un état normal et Mmh même mh. si la personne en face, semble, sincère et bienveillante, penser à la maltraitance aussi, heu, parce qu'il y a peut-être un enfant à sauver. Et je dis ça d'autant plus que, comme je l'ai dit, Mmh heu, mh. c'est souvent quelqu'un d'autre que l'auteur qui va emmener l'enfant, heu,
aux urgences ou chez le pédiatre. Donc cette personne-là, elle est sincère en disant qu'elle ne sait pas ce qui s'est passé, Mmh. qu'il ne s'est rien Mmh. passé. Voilà. Pour autant, cet enfant, il a peut-être été victime d'un adulte malveillant. Donc voilà, si on pouvait faire déjà tomber ce chiffre, ça serait Mmh. énorme et effectivement, c'est entre les mains des soignants, ça. Et puis autre chose, de faire de la prévention aussi plus largement, et en priorité, au papa. Pourquoi pas, avec des groupes de parole. Ouais. J'ai, j'ai une dernière question à te poser. Mmh mh. Heu, Qu'est-ce que tu aimerais, écouter, sur ce podcast Histoire de soignants écoute? Une personne, tu veux dire? Une personne particulière que tu aimerais écouter? Alors, j'aimerais écouter Élodie Emo, qui est D'accord. infirmière puéricultrice Mmh et mh. heu et qui a développé une action formidable qui s'appelle les cercles de parents. Heu, Ça s'adresse à tous les parents d'enfants de moins de 3 ans. C'est gratuit et justement, c'est pour libérer la parole, rompre l'isolement, lutter contre la dépression du postpartum, et donc lutter contre, le suicide, des mamans. Heu et voilà, elle est incroyable, elle est pleine d'énergie et je pense elle mérite, un épisode avec toi. Merci beaucoup Aude, pour ce message très puissant. Merci à toi.